L'article dit constitue un crime contre l'humanité quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile et en toute connaissance de cause. Voyons, Monsieur le Président, après ces actes, est-ce qu'il y a eu attaque? C'est quoi l'attaque? On dit c'est un comportement de nature à commettre des actes de violence ou à infliger des traitements inhumains et dégradants à une population civile. Est-ce qu'il y a eu violence le 28 septembre et les jours qui ont suivi? C'est incontestable. Est-ce qu'il y a eu traitement inhumain et dégradant à l'encontre d'une population civile? C'est incontestable, Monsieur le Président. Les actes de violence constatés au stade et environ, à savoir les meurtres, les coups et blessures, les viols, les tortures, de par leur nature, leur envergure et leurs caractéristiques, faisaient tous partie d'un ensemble de comportements qui indiquent une coordination entre les bérets rouges, les gendarmes, les policiers de l'antidrogue, les policiers de la CMIS, les recrues de Caléa et les mercenaires qui étaient à la quête du recrutement habillés en maillot de Chelsea, dans la commission de 10 actes. Après les fusillades dans les quartiers et à la terrasse du stade, la police et la gendarmerie ont attendu. C'est des stratèges. Ah oui, il faut faire la commune de base, il faut faire les formations académiques pour comprendre la stratégie de la guerre. Ils ont attendu l'arrivée des bérets rouges. Vous savez, je vous ai dit, le colonel qui est sorti de l'EMIA, c'est le plus grand stratège. Quand ils n'ont pas pu retenir cette marée humaine, les manifestants ont tenu à entrer au stade, les menaces ont été proférées, malgré les menaces, les gens ont insisté. Bon, entrez. Les gens sont rentrés. Les gendarmes et policiers qui étaient sur place ont reculé en attendant l'arrivée des bérets rouges parce qu'ils étaient en communication. Ils ont les talkie-walkie, ils ont les téléphones. Bon, venez, tout est prêt. Donc, ils ont attendu que les bérets rouges soient là. Les bérets rouges et les mercenaires ont pris toutes les issues du stade, les rentrées et les sorties. Après avoir pris les issues, ils ont ordonné de tirer les gaz lacrymogènes. C'est en ce moment que la police et la gendarmerie ont tiré à l'intérieur. Ce qui a créé la panique. La panique a entraîné une débandade. Cette débandade a coïncidé à la rentrée des militaires, les bérets rouges. Quand je dis militaires, que les autres m'en excusent. Les bérets rouges, les gendarmes de l'antidrogue et les policiers de la CMIS. Donc, les gens sont venus croiser leurs bourreaux. Et les bourreaux ont ouvert le feu, Monsieur le Président. Ils ont tiré à l'horizontale. Ils ont frappé. Ils ont blessé plusieurs personnes. Tous ceux qui tentaient de sortir étaient stoppés, rattrapés, soit par des bérets rouges, soit par des gendarmes, soit par ces mercenaires et qui étaient fusillés ou bien poignardés directement, Monsieur le Président. Tout ceci constitue des preuves éloquentes que l'attaque était organisée, planifiée et coordonnée, Monsieur le Président. La deuxième condition, il faudrait que cette attaque soit généralisée. Alors le terme généralisé ici, Monsieur le Président, signifie le caractère étendu de l'attaque. Le caractère étendu de l'attaque. Lorsque vous voyez le nombre de victimes, que j'ai décompté 2652, plus de 100 femmes violées, 1480 blessés,
donc 91 fracturés. Vu l'ampleur des violences commises en l'espace de moins de 2 heures, dans un stade fermé, ainsi que les armes utilisées dans la commission de ces actes, tous ces facteurs sont caractéristiques d'une attaque généralisée contre la population civile. Quand les bérets rouges sont rentrés et les gendarmes, ils n'ont pas fait de distinction. Ils ont arrosé, comme Maître Barry l'a décrit ici. Ils ont arrosé comme un jardinier, comme si c'était des oiseaux. Et les gens sont tombés comme des oiseaux, comme des papillons. Monsieur le Président. Donc j'estime que cette attaque était généralisée. L'attaque doit être systématique dans la mesure où les actes de violence qui se sont traduits en crimes et délits ne sont pas accidentels, Monsieur le Président, mais plutôt des actes conçus, mûris, préparés, planifiés avant d'être exécutés. Et l'exécution a été suivie à la lettre, du début jusqu'à la fin. Chaque acteur a été évalué. C'est pourquoi chacun devrait poser un acte, chacun devrait mouiller le maillot. Si vous ne mouillez pas le maillot, vous connaissez les conséquences. C'est ce qui fait que tous ceux qui sont venus ont eu des résultats positifs. Parce qu'il fallait rendre compte. On nous a dit ici, avec Lansana Zoli, là où ces féticheurs découpaient les têtes des gens en présence du colonel Pivi, la vidéo qui a été filmée, le colonel Pivi disait « Hé, caméraman, il faut tout montrer, hein, parce que Dadis là, hein, lui il est difficile, hein, il faut tout montrer. Il faut tout montrer, tu connais Dadis, il faut tout montrer. Hein. » Mais ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, Monsieur le Président. Autrement dit, Monsieur le Président, ce sont des actes qui se sont répétés dans le temps, dans l'espace et dans une grande envergure. Ainsi, on peut conclure que le caractère acharné de l'attaque, lancée simultanément à partir de plusieurs côtés du stade, avec l'intention manifeste d'obtenir le maximum de victimes civiles, sont autant de preuves du caractère systématique de l'attaque. Le but, c'était de réprimer les mouvements politiques de l'opposition pour les réduire au silence total. Parce que si la communauté internationale n'avait pas pris ce dossier à bras le corps, Monsieur le Président, les mouvements politiques allaient disparaître en République de Guinée. On n'allait plus parler de démocratie en Guinée. On n'allait plus parler de l'alternance en Guinée, Monsieur le Président. Parce que nous tous, on était dans la peur totale. Personne n'osait dénoncer, personne n'osait parler, Monsieur le Président. Heureusement que la communauté internationale est là. Merci à elle. La présence d'une population civile, pour qu'on parle de crimes contre l'humanité, il faudrait que l'attaque soit dirigée contre une population civile. Alors là, s'il y avait des militaires là-dedans, parmi les victimes, on n'allait pas parler de crimes contre l'humanité. Mais on vous a dit ici, le général Baldé, ancien haut commandement de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, il vous a dit que du côté des gendarmes, il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Et par rapport à leurs engins, aucun engin n'a été endommagé. Et la gendarmerie est connue comme étant un service de renseignement par principe. Dans cette affaire, aucun militaire n'a été blessé. À plus forte raison tué, Monsieur le Président. Il suffit de voir
les victimes, leur statut, pour comprendre que c'est une population civile, non armée, qui était en train de manifester dans un stade fermé. Et cette manifestation ne pouvait pas troubler l'ordre public. Et on vous a dit ici, un peu plus haut, que rien ne pouvait justifier ces crimes odieux de la part de l'armée, chargée de protéger sa population. C'est l'armée qui protège sa population. L'armée est issue des civils. Ce sont les civils qu'on forme, qu'on incorpore. On leur dote des tenues, on leur dote des armes pour protéger, pour se protéger et protéger la population. C'est le rôle de l'armée. Toutefois, l'ampleur de ces crimes, Monsieur le Président, et délits commis sur cette population non armée et paisible démontre que cette population civile était la cible principale de l'attaque, Monsieur le Président. C'était la cible principale. Le but, c'était de nettoyer une partie de la population civile et diminuer tous les rescapés. Vous avez constaté, les femmes violées, elles ont refusé de déposer publiquement ici. Ce sont les rescapés, ça, Monsieur le Président. Parce qu'elles ont subi la pure humiliation qui ne peut jamais être réparée, Monsieur le Président. Donc le but, c'était de nettoyer une partie de la population. Donc d'éliminer une partie de la population, parce que 2652 personnes, plus les 17 disparus, Monsieur le Président, et ceux-là qui étaient dans la pick-up remplie. Monsieur le Président, ça peut aller jusqu'à 3000 et quelques. Mais c'est une partie de la population. 3000 personnes, c'est 3000 votes. 3000 personnes, c'est 3000 familles. Et c'est des milliers de générations, Monsieur le Président, qui ont été supprimées. Donc, ils ont atteint leur but. Il fallait nettoyer cette population. La dernière condition, c'est la connaissance en cause de l'attaque. En l'espèce, Monsieur le Président, la coordination entre les bérets rouges, les gendarmes, les policiers de la CMIS, les recrues de Kalea et les mercenaires au stade démontre l'assistance et le soutien apportés par chaque groupe à l'autre. Chaque groupe a assisté l'autre. Les gendarmes et les policiers sont venus d'abord les premiers. Ils ont tenté d'empêcher. Ça n'a pas marché. Ils sont restés sur les lieux. Ils ont attendu l'arrivée des bérets rouges. Sans oublier que les recrues de Kalea ont été envoyés à l'aube dans les bus de la Sotragui, des bus de transport public qui transportent des militaires pour venir massacrer la population. Des bus achetés par les civils. Des militaires recrutés à travers l'argent des civils, formés à travers l'argent des civils, payés à travers l'argent des civils. On vient les massacrer, Monsieur le Président. Vous constaterez que chaque groupe a apporté une assistance à l'autre sur place. Personne ne peut vous dire, Monsieur le Président, parmi les acteurs de ces massacres, qui n'étaient pas au courant de la préparation, de la planification et de l'exécution de cette attaque. Aucun n'intervenant. Aucun intervenant ce jour, Monsieur le Président. Ils étaient tous au courant. La preuve, Monsieur le Président, même certains leaders politiques étaient au courant à la veille. Docteur Touré, hein, c'est... Non, docteur, le médecin politicien. Docteur Ben Youssouf Keïta nous l'a révélé ici.
Un de ses parents, qui est à la retraite, c'est un militaire qui est à la retraite, l'avait appelé la veille pour l'informer. Docteur ne va pas au stade, un massacre est prévu. Il est passé le matin de bonne heure voir Elhadj Cellou Dalein pour le lui dire. Elhadj lui a dit, je suis au courant. Si les civils déjà étaient au courant, ça veut dire que l'ordre avait été donné. Les instructions avaient été données. Et c'est là où il y a eu fuite. Et il y a un recoupement. Ce qui a été dit la veille a été exécuté le matin. Donc, aucun membre du groupe ou des différents groupes ne peut soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'attaque qui devait être perpétrée contre cette population civile au stade. Si, autrement dit, Monsieur le Président, autrement dit, que tous les militaires, tous les policiers, tous les gendarmes qui étaient au stade et dans les quartiers de la banlieue de Conakry étaient au courant de cette préparation, de cette attaque. Et c'est ce qui a justifié leur présence sur la scène du crime, Monsieur le Président. Je vais vous parler de l'article 197 du Code pénal qui dispose que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. L'ordre du supérieur hiérarchique, militaire ou civil, ou de l'autorité légitime, ne peut exonérer sa responsabilité l'auteur d'une infraction visée au présent chapitre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies. L'auteur de l'infraction ignorait le caractère illégal de l'ordre, l'ordre n'était pas manifestement illégal. L'article 198 suivant dispose que une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis, ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, et également considéré comme auteur d'un crime visé par le présent chapitre, commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre des crimes ou délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Les questions que doivent se poser le tribunal dans sa délibération sont les suivantes. C'est la question ici de responsabilité de commandement. Est-ce que les accusés présents étaient des chefs militaires ou des supérieurs hiérarchiques? Monsieur le Président, je vais vous lire l'article 5 de la loi portant statut général des militaires en République de Guinée. L'article 5. La hiérarchie militaire se compose de 1. Grade des hommes du rang. Soldat. Caporal. Caporal-chef. 2. Grade des sous-officiers. Sergent. Sergent-chef. Adjudant. Adjudant-chef. Major. 3. Grade des officiers. Aspirant. Sous-lieutenant. Lieutenant. Capitaine. Commandant. Lieutenant-colonel et colonel. Je m'arrête là, je n'aborde pas le point 4 où on parle des grades des officiers généraux. Parce que tous ceux qui sont là, il n'y a aucun général. Monsieur le Président, on vous dit bien la hiérarchie militaire. Le moins gradé ici, Monsieur le Président,
c'est le sergent-chef, Paul Mansa Guilavogui. C'est lui le moins gradé, Monsieur le Président. Mais il commande le sergent, il commande le caporal-chef, il commande le caporal, il commande le soldat. Lui seul. Lui seul, le moins gradé, Monsieur le Président. C'est un chef militaire. Je prends l'adjudant-chef, Mamadou Aliou Keïta. Il commande le sergent-chef. Donc lui, il commande le sergent-chef et tous les autres. Monsieur le Président. Je continue. Du côté du capitaine Marcel Guilavogui. Capitaine Marcel Guilavogui, qui a le grade d'officier. Il commande le lieutenant, le sous-lieutenant, l'aspirant, le major, l'adjudant-chef et tous les autres. Monsieur le Président, c'est un chef militaire. C'est un chef militaire. Quand vous prenez le commandant Toumba, j'ai sauté le capitaine Moussa Dadis Camara. Bon, lui, c'est le commandant des commandants. Le commandant Toumba, lui aussi, il commande du capitaine jusqu'au dernier. Le colonel, on n'en parle pas. Le colonel commande le lieutenant-colonel, le commandant et tous les autres. Ils sont tous des chefs militaires. Tous des chefs militaires. Ou des supérieurs hiérarchiques. C'est entre les deux. Soit vous êtes chef militaire, soit vous êtes supérieur hiérarchique. Et la loi parle des deux. La loi parle des deux. Monsieur le Président. Donc, je considère qu'ils sont tous chefs hiérarchiques. Deuxième question. Est-ce qu'ils avaient donné des ordres de réprimer la manifestation? Deux personnes nous ont dit ici que le militaire n'agit jamais sans ordre. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le capitaine Marcel. Ils ont dit que le militaire n'agit jamais sans ordre. Ça veut dire que ceux qui ont été ont reçu des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques. Et c'est ça, Monsieur le Président. Quand on revient de la mission, on range les armes, on rend compte, on vérifie le nombre de balles utilisées et on demande, ces balles-là ont été utilisées pourquoi? Pour vous doter l'arme, il faut que vous soyez envoyé en mission. Donc ceux qui sont venus au stade étaient en mission. C'est pourquoi ils ont reçu des armes. Et chacun avait 2 chargeurs. 90 balles, Monsieur le Président. 90 balles. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas compter le nombre de morts. Imaginez-vous, tous ceux qui détenaient le Kalachnikov avaient 90 balles. Et ces 90 balles ont été épuisées sur la population, Monsieur le Président. Ce n'est pas des lions, hein, des panthères. Ce n'est pas des buffles, hein, qui ont été tirés. C'est la population civile, Monsieur le Président. Troisième question. Est-ce que ces ordres étaient légaux ou manifestement illégaux? L'ordre d'ôter la vie de quelqu'un est un ordre manifestement illégal. Jusqu'à Jakarta là-bas. Monsieur le Président. Quatrième question. Est-ce que ceux qui ont agi étaient sous la subordination et le contrôle effectif de ces chefs militaires? Je réponds par l'affirmative. Les gendarmes de l'antidrogue étaient sous le contrôle du colonel Moussa Thieboro Camara. Les gendarmes de l'escadron étaient sous le contrôle de leur commandant d'unité. La garde présidentielle était sous l'autorité et le contrôle du président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, il ne peut pas échapper. Ce n'est pas possible. Cinquième question. Est-ce que les chefs militaires pouvaient ignorer qu'en allant au stade et dans la banlieue de Conakry, avec armes et munitions, qu'ils allaient commettre des crimes?
Non, il ne pouvait pas ignorer cette question, Monsieur le Président. On ne les a pas dotés des armes pour aller lutter contre une autre puissance, contre un autre pays, contre des rebelles, contre des ennemis. On les a dotés des armes pour aller réprimer la manifestation à sang, Monsieur le Président. Donc ils ne pouvaient pas ignorer. En leur dotant les armes, en leur donnant les moyens, les armes et les munitions, les bus de transport, les pick-up, les camions. C'était pour leur dire, allez-y tuer, massivement. Sixième question, est-ce qu'avec leur qualité de chef militaire ou de supérieur hiérarchique, ils pouvaient empêcher les subordonnés d'exercer des violences sur la population civile, étant donné que tous les militaires étaient censés être casernés? Monsieur le Président, nous avons salué cette mesure prise par le président de la transition à l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara, d'ordonner le casernement de tous les militaires et de laisser seulement la gendarmerie et la police pour le maintien d'ordre. Mais malheureusement, ils sont sortis avec des armes et des véhicules, avec un effectif pléthorique pour aller faire ce qu'ils ont fait. Est-ce que ces chefs militaires, ces supérieurs hiérarchiques, étaient en mesure d'empêcher les subordonnés de le faire? Oui, Monsieur le Président. Celui qui donne l'ordre peut donner un contre-ordre. Celui qui dit à son subordonné, va faire, il peut lui dire encore, retourne-toi. Et les ordres sont à respecter. Ils ne sont même pas à murmurer. Ils pouvaient empêcher. Un simple coup de fil était suffisant. Un simple coup de fil était suffisant. Mais ils n'ont pas empêché. Ils ont laissé faire entre l'armée et la population désarmée. Ils ont laissé la population mourir. Monsieur le Président. Ils savaient que les armes, les deux ne pouvaient pas s'affronter. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand le président parle d'accrochage, moi je dis qu'il n'y a pas eu accrochage. Il n'y a jamais eu accrochage entre l'armée et la population. Non. La population civile sait où se trouvent les militaires. C'est dans les camps. Si la population veut accrocher les militaires, elle va se rendre au camp pour attaquer le camp là-bas. Mais venir dans un lieu public, un stade qui est un lieu public, réservé pour des manifestations publiques, c'est ça, s'accrocher à l'armée? Ce n'est pas un accrochage, Monsieur le Président. Donc, ils pouvaient empêcher. Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils voulaient qu'il y ait un maximum de victimes. Est-ce que leur agissement a entraîné des meurtres, d'assassinats, d'extermination, de persécutions, de disparitions forcées, de viols, etc. Monsieur le Président. Ça, c'est incontestable. Huitième question. Est-ce que les chefs militaires étaient en mesure de faire arrêter les auteurs et co-auteurs de ces violences? Oui, Monsieur le Président. Ils étaient en mesure. Le commandant du régiment et son adjoint ont été arrêtés dans les meilleurs délais. Dès que l'ordre a été donné, ils ont été arrêtés. Le 28 septembre, le commandant du régiment était au camp Koundara, détenu là-bas, à Idorba. Combien de militaires, combien de bérets rouges ont été arrêtés? Les commandants AOB, commando Fakhé, ainsi de suite. L'actuel chef d'état-major, général des armées.
Combien d'officiers ont été arrêtés? Le président de la République, qu'il soit civil ou militaire, il suffit qu'il donne l'ordre pour que cet ordre-là soit exécuté. À plus forte raison, est militaire, Monsieur le Président. Donc, sur la question, est-ce que les chefs militaires étaient en mesure de faire arrêter? Ils pouvaient arrêter. Ils pouvaient arrêter tous les auteurs de ces crimes, tous les co-auteurs, tous les complices. C'est le pouvoir. C'est la puissance. Ils ont tout à leur disposition. Ils ont l'armée, ils ont la gendarmerie, ils ont la police, ils ont la justice. Ils ne peuvent pas arrêter les gens. Vous pouvez arrêter n'importe qui. Même si c'est le numéro 1 ou le numéro 2 du CNDD, ils pouvaient l'arrêter. Nul n'est fort devant le pouvoir. Nul n'est fort devant la loi. Le capitaine Moussa Dadis Camara n'était pas le plus fort dans l'armée pour prendre le pouvoir. Mais ses collègues l'ont désigné et il a accepté. Dixième question, est-ce que des sanctions, ne serait-ce que disciplinaires, avaient été prises contre les subordonnés exécutants? Non, Monsieur le Président, aucune sanction. Plutôt des promotions. Mon confrère l'a développé. Ils ont tous eu des grades. Des promotions. Ça veut dire des remerciements, des félicitations, des satisfecits pour le travail accompli. Vous avez bien travaillé, vous avez respecté mes ordres. 11e question. Est-ce que les subordonnés étaient au même titre responsables que les chefs militaires? Là, je vais vous lire très rapidement l'article 15 de la loi portant statut général des militaires qui dispose que les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits, notamment contre la sûreté de l'État et l'intégrité du territoire national. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. Donc, Monsieur le Président, là où les subordonnés qui ont exécuté des ordres illégaux sont responsables des crimes contre l'humanité, les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques sont également responsables sur cette question. Voilà tant de questions que le tribunal répondra, à mon avis, pour savoir si exactement il y a eu crime contre l'humanité et si ces crimes leur sont imputables, Monsieur le Président. Pour l'instant, il est question de situer la responsabilité individuelle de chacun des accusés ici présents à la barre. Je vais commencer par le colonel Moussa Tchebro Camara, premier intervenant à la barre ici. Sur l'ouverture du portail principal du stade, cette question a été talonnée ici, débattue. Monsieur le Président. Cette question a fait couler beaucoup d'encre ici. Mais comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, rien ne vient de moi. Tout vient de déclarations des parties civiles, des témoins et des accusés. À l'audience du 18 octobre 2023, M. Thierno Hamidou Diallo déclarait, citation, « À mon arrivée au stade, j'ai vu le colonel Tchebro entretenir certains manifestants. Ils m'ont dit que le colonel a promis d'aller chercher les clés du portail. » C'est ce que Thierno Hamidou Diallo a dit.
Suivant le PV d'audition de partie civile Côte 1028 en date du 2 avril 2012, Madame Saran Sissi, répondant à une question du pool des juges d'instruction, déclarait, d'ailleurs elle a comparu ici, la seule personne que j'ai reconnue, celle qui a ouvert le portail, c'était M. Moussa Tcheboro Camara, qui a ouvert le stade pour qu'on puisse rentrer et faire notre meeting. Donc sur cette question, il y a au moins 2 parties civiles qui affirment que c'est le colonel qui a ouvert le portail. Sur la présence du colonel Moussa Tcheboro Camara au stade, dans le cadre du maintien d'ordre, là également, beaucoup d'encre a coulé. Le président dit qu'il ne l'a jamais amené au stade pour le maintien d'ordre. Lui aussi, il dit que le président ne l'a jamais amené. Mais il y a un autre accusé qui l'accuse. Suivant le PV d'interrogatoire numéro 34 du 6 mai 2011 de la commission rogatoire, le colonel Claude Pivet déclarait à la commission ce qui suit. C'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tcheboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. C'est un de ses co-accusés qui l'accuse, Monsieur le Président. Mais ils se respectent entre eux. Ils s'aiment entre eux. Ils ne peuvent pas s'accuser gratuitement. Je prends ça comme argent comptant, Monsieur le Président, comme de la réalité. Suivant le PV d'audition de partie civile, en date du 26 mai 2010, M. Mamadi Kourouma, commissaire de police, commissaire central par intérim de Dixine, demeurant à Afia 1, déclarait au pool des juges d'instruction ce qui suit. Mon commissariat avait charge de sécuriser surtout les carrefours Hamdallah et Chinois, Bar de Flandre et la terrasse du stade du 28 septembre. À ce niveau, je précise que la sécurité de l'enceinte du stade relevait du ministre Tcheboro et de ses éléments et de ses hommes. Notre mission s'arrêtait juste au portail, pas plus. Ça, c'est un commissaire de police qui le dit, Monsieur le Président. Commissaire central par intérim. Il ne peut pas accuser son collègue gratuitement. Parce qu'il y a eu des réunions au cours desquelles les tâches ont été partagées. Vous, vous êtes sur la route. Vous, vous êtes à l'esplanade. Vous, vous êtes à l'intérieur du stade. Nous tous, nous savons que la gendarmerie a été planifiée du kilomètre 36 de Kabelin jusqu'ici, Monsieur le Président. C'est bon, maître. Ok. Vous pouvez rejoindre le box. Merci. L'audience est suspendue.